Un quoi? Sorti en 2016, Suicide Squad devait être la réponse de DC à Marvel, une équipe de super vilains envoyés en mission suicide pour le gouvernement. Sur le papier, l'idée avait tout pour casser les codes, mais le film n'a pas convaincu. Et surtout, il a marqué un tournant, le moment où l'on a compris que Warner était en train de perdre le contrôle, trop pressé de rattraper Marvel. Ils ont précipité leur univers, sans vision claire, et ça s'est vu. Après avoir parlé de Man of Steel et Batman v Superman sur la chaîne, retour de la story DCEU, l'histoire de l'univers étendu DC au cinéma, bref le truc qui a foiré là. Et alors? Bon, cette semaine on va s'attaquer au début des problèmes avec Suicide Squad de David Ayer. Non, parce qu'il y en a un autre qui a été réalisé par James Gunn, mais ça on en parlera un peu plus tard. Ça fait bientôt 10 ans que le film est sorti, et je peux vous dire qu'avec les années, mon avis sur ce film ne s'est pas arrangé, et c'est à ce moment-là, je vais pas vous mentir, qu'on a commencé à sérieusement s'inquiéter pour l'avenir de DC au cinéma. Il vous manque vraiment une case. On est des méchants, c'est notre rôle après tout. Au lendemain de la mort de Superman, Amanda Waller, qui travaille pour le gouvernement, met en place un plan radical, créer la Task Force X, une équipe de criminels aux capacités exceptionnelles, forcés de coopérer sous la menace de faire péter des bombes implantées dans leur cou. Leur mission, affronter l'Enchantress, une menace méta-humaine incontrôlable qui pourrait anéantir une ville entière. Dans l'équipe, il y a Deadshot, tueur d'élite obsédé par l'idée de retrouver sa fille. Harley Quinn, ancienne psychiatre du Joker, devenue totalement imprévisible, mais aussi un pyrokinésiste hanté par son passé, un crocodile mutant, un braqueur australien, bref, que des profils bien barrés. Ensemble, ils vont devoir apprendre à s'entraider, à survivre, et peut-être même à faire le bon choix le temps d'un combat. Mais entre manipulation, conflit d'ego et loyauté floue, rien n'est simple et rien n'est vraiment gagné d'avance. Après le succès phénoménal de The Dark Knight de Christopher Nolan, Warner rêve de bâtir un univers DC aussi vaste et cohérent que le MCU. En 2013, Man of Steel sort et divise le public. Son accueil est tiède, mais il pose une première pierre essentielle. Dès 2014, le studio décide d'accélérer le rythme pour rattraper Marvel. Batman v Superman est donc mis en chantier. Justice League dans les cartons, et une idée émerge pour un film centré sur une équipe de super vilains. Ce sera la Suicide Squad. La Suicide Squad apparaît pour la toute première fois dans The Brave and the Bold numéro 25, publié par DC Comics en septembre 1959. Cette version originelle, créée par Robert Kanigher au scénario et Ross Andru au dessin, n'a que peu de liens avec celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est une équipe paramilitaire baptisée la Task Force X, qui affronte des menaces fantastiques, parfois extraterrestres. Un mélange de SF, d'action et d'espionnage à l'ancienne, très représentatif de l'époque post-Seconde Guerre mondiale. Mais c'est en 1987, sous l'impulsion de John Ostrander, que le concept du Suicide Squad est totalement réinventé, dans Legends numéro 3, puis relancé dans une nouvelle série solo. Là, le ton devient plus sombre, plus politique, plus psychologique. Ostrander imagine une cellule secrète du gouvernement, dirigée par Amanda Waller, qui utilise des criminels incarcérés pour des missions ultra dangereuses, en échange d'une réduction de peine. Cette version du Suicide Squad devient rapidement culte, avec des récits matures, cyniques, pleins de dilemmes moraux, où les personnages principaux peuvent mourir à tout moment. C'est ce ton-là, réaliste et sale, que Warner voulait justement adapter au cinéma.
En septembre 2014, David Ayer est recruté pour écrire et réaliser le film. Un choix logique sur le papier, puisqu'il vient de signer Fury, un film sur un groupe militaire plutôt borderline et un univers assez sombre, urbain et brutal. Le seul souci, c'est qu'il ne dispose que de 6 semaines pour écrire un scénario complet, sans réécriture possible. Ce feu vert ultra précoce contraint donc le tournage à démarrer dès la fin de l'écriture. À l'automne 2014, plusieurs stars sont évoquées pour le projet, Will Smith, Ryan Gosling, Margot Robbie et Tom Hardy, sans que leurs rôles ne soient encore officialisés. On parle aussi de Jesse Eisenberg, déjà présent dans Batman v Superman, qui pourrait faire le lien entre les films en rejoignant la Suicide Squad. Cara Delevingne est pressentie pour l'Enchantress, tandis que Jared Leto est annoncé en Joker, succédant à des légendes comme Heath Ledger ou encore Jack Nicholson. En décembre 2014, le casting principal est finalement confirmé. Will Smith incarne Deadshot, Margot Robbie devient Harley Quinn, Jared Leto sera le Joker, Jai Courtney, vu dans Die Hard 5 et Terminator 5, jouera Captain Boomerang. Tom Hardy est annoncé en Rick Flag, mais quitte finalement le projet début 2015 pour raison officielle d'emploi du temps, mais aussi à cause de désaccords sur le personnage. Joel Kinnaman, vu dans le reboot de Robocop, le remplace en février 2015. Viola Davis obtient le rôle d'Amanda Waller après que Oprah Winfrey et Octavia Spencer aient été envisagés. En parallèle, Joe Manganiello est pressenti pour le retour de Deathstroke, aperçu à la fin de Batman v Superman. Adewale Akinoue Agbaje les rejoint en Killer Croc et Jay Hernandez intègre aussi le casting. Super ambiance sur le tournage, les acteurs s'entendaient très bien, ils se sont même fait tatouer le mot squad pendant le tournage, le réalisateur est très bon. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le tournage commence le 13 avril 2015 à Toronto. Plusieurs scènes clés sont tournées dans le centre-ville, comme une poursuite intense sur la rue Yonge et une séquence spectaculaire de tempête de neige sur Adelaide Street. Le tournage principal s'achève en août 2015 avec des prises additionnelles réalisées à Chicago. David Ayer souhaite un film sale et viscéral avec des super vilains en mode commando. Il pousse donc son casting à un entraînement intensif digne d'un groupe militaire, avec bootcamp, coaching tactique et cascades plutôt réalistes. La post-production est tumultueuse. John Gilroy, le premier monteur, quitte d'ailleurs le projet début 2016. Oui, alors pour ceux qui se demandent, c'est bien le frère de Tony Gilroy, scénariste, réalisateur et producteur qui nous a offert la plus belle série Star Wars depuis le rachat par Disney de Lucasfilm, la série Andor, qui est selon moi le meilleur projet Star Wars depuis les trilogies réalisées par George Lucas. Alors regardez cette série, que vous aimiez Star Wars ou pas d'ailleurs, franchement regardez Andor, vous n'allez pas être déçus. Il est remplacé par Lee Smith, qui finalise la version du réalisateur David Ayer d'environ 143 minutes. Sombre, brutal et proche d'un film de guerre comme La Chute du Faucon Noir. Lee Smith, qui n'a aucun lien de parenté avec Will Smith, pour ceux qui se posaient la question, là je préfère quand même le préciser aussi, mais qui n'est autre que le monteur derrière tous les films de Christopher Nolan, de la trilogie Batman jusqu'à Dunkerque. C'est Lee Smith qui a monté l'intégralité des plus grands chefs-d'œuvre de Christopher Nolan, notamment Inception ou encore Interstellar. Donc c'est pas un manche. Mais Warner Bros souhaite une version plus accessible et légère. En conséquence, près de 22 millions de dollars sont dépensés en reshoot sous la plume de Jeff Jones, alors directeur créatif de DC Entertainment et figure centrale du renouveau des comics DC dans les années 2000. Le scénario a été retouché, modifiant notamment le troisième acte et adoucissant la relation entre Harley Quinn et le Joker pour plaire davantage à un public adolescent. Jeff Jones, ça me dit quelque chose. Je l'aime pas beaucoup lui, c'est le genre de type à foutre la merde. C'est qui ? À cette époque, en 2016, Jeff Jones est une des personnalités les plus influentes de DC Comics. Scénariste star de Green Lantern, Flash et Justice League, il est aussi devenu directeur créatif de DC Entertainment. Il a été nommé coprésident de DC Films en mai 2016, justement pour aligner les films avec la vision des comics et rendre l'univers ciné plus accessible après les critiques négatives reçues par Batman v Superman. C'est à ce moment-là qu'il commence à intervenir de plus en plus directement dans les scripts, y compris celui de Suicide Squad. En janvier 2016, la deuxième bande-annonce montée par la société Trailer Park cartonne. Colorée, rythmée et fun, elle s'inspire du succès des Gardiens de la Galaxie en proposant une vision décalée, avec une bande de losers attachants, de l'humour et une musique rétro qui va piocher dans un peu toutes les décennies. C'est surtout que les Gardiens de la Galaxie, ça fonctionnait parce que les musiques étaient totalement intégrées au récit. Peter Quill écoutait une compile des années 80 que lui avait laissé sa mère avant de mourir. Alors que là, ça n'a aucun sens. On passe de Queen à Eminem en passant par les White Stripes. On a l'impression qu'il y a un gars qui a mis sa playlist Spotify pendant le film.
Ce ton tranche avec la vision plus sombre initiale. Et c'est là que l'identité du film va commencer à se fissurer. Warner veut un film sombre à l'image de la vision de Zack Snyder, mais le studio doute du ton brutal et sérieux de Suicide Squad. Cette divergence marque les prémices des tensions entre la vision du réalisateur et les exigences du studio, ce qui influencera le montage final et la réception critique du film. La bande originale est composée par Steven Price, collaborateur régulier de David Ayer, notamment sur Fury. Elle accompagne l'ambiance sombre et tendue voulue au départ, même si le film a finalement pris une direction plus pop. Warner comprend qu'il tient un filon et exige que le film entier adopte ce ton plus cool et accessible, très éloigné de ce que Ayer avait tourné. Trailer Park est donc missionné pour monter une version complète dans ce style. Pendant ce temps, David Ayer continue de monter sa version sombre et cohérente avec son récit initial. Trailer Park, voyons voir. Ok, donc c'est une agence de com qui fait du marketing et de la pub. Ok, mais c'est pas du cinéma ça. On se retrouve alors avec deux montages qui se font face, testés en projection privée. Et sans surprise, c'est la version plus fun et grand public qui l'emporte. Le studio panique après les retours mitigés de Batman v Superman et le succès de Deadpool, sorti au mois de février. Il impose donc le même ton, cool, à grand renfort de reshoot. Et ces derniers ont surtout servi à édulcorer l'ambiance, supprimer des sous-intrigues et réduire la noirceur du récit. Certaines scènes disparaissent, comme un combat entre Katana et Boomerang, des flashbacks de Diablo et une scène prolongée entre Harley et le Joker à moto, ou encore l'Enchantress décapitant des soldats. Même l'introduction est remontée avec une voix off d'Amanda Waller, jouée par Viola Davis, qui pose le cadre, introduit les menaces et justifie la création de la Task Force X. Sa narration froide et calculatrice donne le ton. Le gouvernement monte une équipe de méchants et elle en est l'architecte implacable. Le Joker de Jared Leto est également amputé de près de 10 minutes de scène alors qu'il devait être un antagoniste majeur. Leto a même affirmé avoir assez tourné pour faire son propre film de son côté. Anecdote plutôt méconnue, pendant que David Ayer est encore en montage, c'est Zack Snyder qui tourne en secret une scène avec Ezra Miller, qui sera ensuite intégrée au film. Ayer n'en est absolument pas informé. Cette séquence filmée pendant le tournage de Justice League à Londres montre Flash arrêter Captain Boomerang. Preuve que le film est retouché en temps réel pour s'intégrer à l'univers du DCEU. Le film est officiellement finalisé le 24 juin 2016. Côté budget, Suicide Squad a coûté environ 175 millions de dollars hors promotion. Warner investit massivement en merchandising, en campagne virale et sur un album musical blindé de hits. La campagne marketing vend un film délirant stylisé porté par un Joker ultra présent, ce qui correspond en rien au résultat final. Le film sort finalement en août 2016, sous une hype énorme. Le box-office suit d'ailleurs avec 749 millions de dollars de recettes mondiales, le plaçant 10e film le plus rentable de l'année. Le public répond donc présent et Margot Robbie crève l'écran en Harley Quinn, devenant instantanément une icône pop. Warner comprend vite le potentiel et mise tout sur elle pour la suite. Mais côté critique, c'est un carnage. Sur Rotten Tomatoes, le film plafonne à 26% d'avis positifs. Le consensus est sans appel. Suicide Squad a beau avoir un bon casting et un peu plus d'humour que les précédents films du DCEU, il est plombé par un montage incohérent, un scénario décousu, des effets spéciaux médiocres et un ton qui change d'une scène à l'autre. IGN résume bien le ressenti général, le film commence fort avec un ton punk et subversif, puis il s'écrase dans la formule. Certaines critiques se lâchent, comme Peter Travers, qui parle d'un film tout sauf génial. Vanity Fair le trouve moche et ennuyeux, et le Wall Street Journal a déclaré que Suicide Squad, c'est une attaque en règle contre l'idée même de divertissement. Et je dois vous avouer que je partage l'ensemble de ces critiques, mais on va y revenir. Même les spectateurs pourtant plus indulgents sont partagés. Noté B+, sur CinemaScore, mais seulement 73% d'avis positifs sur PostTrack, et très vite une question se pose, qu'est-ce qui s'est passé en coulisses? La réponse vient finalement du réalisateur lui-même. David Ayer renie publiquement le film, affirmant dès 2017 qu'il aurait voulu donner plus de place au Joker et développer davantage Harley Quinn. En 2021, il poste sur Twitter « La version studio n'est pas mon film ». Et il ne s'arrête pas là puisqu'en 2023, il ira jusqu'à dire « Hollywood, c'est comme voir quelqu'un qu'on aime se faire baiser par quelqu'un qu'on déteste. Le plus gros, c'est Suicide Squad. Ce film m'a complètement brisé ». Le choc est d'autant plus violent que le film a été massivement modifié par le studio. Et Ayer le confirme, son montage original, plus sombre, centré sur l'arc de Diablo, et une relation toxique entre Harley et Joker, a été sacrifié pour coller à la bande-son flashy montée par Trailer Park.
et pour surfer sur le succès des Gardiens de la Galaxie. Résultat, le film final est un patchwork entre la vision du réal, les exigences du marketing et des reshoots à la va-vite supervisés par Jeff Jones. Il devient relou lui à mettre son nez partout là, faudrait pas qu'il touche à la Justice League hein. Vous verrez qu'on va en reparler à mon avis de ce type, ça sent pas bon. Et pourtant, malgré tout ça, Suicide Squad décroche tout de même un Oscar, celui du meilleur maquillage et coiffure. C'est lors de la 89e cérémonie. Et ce sera d'ailleurs le seul film du DCEU version Snyder ailleurs à remporter une statuette. Un paradoxe typique d'Hollywood. Mais ça me fait quand même marrer. En coulisses, la fracture est totale. Jared Leto affirme que 80% de ses scènes ont été coupées. Joel Kinnaman confie qu'il ne reconnaît même pas le film qu'il a tourné. Et David Ayer martèle que sa vision a été complètement sacrifiée. Le réalisateur voulait un film noir, brut et émotionnel, dans la lignée de Fury, mais la version sortie en salle n'est selon lui qu'un patchwork édulcoré, recollé à la hâte par le studio. Ah, salut. Allez, venez, il faut y aller. Le principal problème de Suicide Squad, c'est que t'embauches pas le réalisateur du Fury et scénariste de Training Day pour au final accoucher d'une pâle copie des Gardiens de la Galaxie qu'aurait muté avec Deadpool, qui eux sont principalement d'ailleurs des losers attachants, ce ne sont pas des méchants ou des tueurs en série, donc ça peut pas coller. Là où Suicide Squad aurait dû s'intégrer dans l'univers mis en place par Zack Snyder, dans BVS, dans Man of Steel. C'était le but d'ailleurs, de réaliser un film sombre dès le départ, c'est pour ça qu'ils sont allés chercher David Ayer. Même si quelques scènes sont là pour faire le lien, notamment la scène post-générique qui vient introduire Justice League. Bon là c'est clairement à la manière de Marvel, hein, ça commence déjà à pomper sur le voisin. Vous avez l'air fatigué. Arrêtez donc de travailler la nuit. Et vous liquidez le projet. Ou on s'en chargera, mes amis et moi. Sans compter les quelques scènes avec Batman qui arrête Deadshot et Harley Quinn et la scène avec Flash. C'est un film que tout le monde a oublié parce qu'il n'a aucune identité. Il est très brouillon dans son développement. On a l'impression que c'est plusieurs films qui ont été rafistolés et pour en faire un seul finalement. Une sorte de menu maxi best-of qui n'a plus aucun goût. La menace est trop mystique. Ce sont des héros qui sont plutôt terre à terre. Il aurait fallu un ennemi très terre à terre et pas vouloir introduire de la magie. Le réalisateur lui-même, David Ayer, a déclaré qu'il regrettait d'avoir choisi l'Enchantress comme ennemi principal de son film et s'il devait le refaire, il choisirait le Joker. Je veux dire, tous les problèmes dans ce film ne sont pas forcément liés uniquement à Warner. David Ayer a aussi sa part de responsabilité, mais il faut rappeler qu'il a seulement eu 6 semaines pour écrire le scénario de ce film et direct après il est entré en réalisation. Donc avec un délai aussi court, honnêtement, qui aurait pu faire mieux que lui? Côté casting, on a un Joker avec Jared Leto complètement en roue libre, mais en même temps, pour le peu qu'on le voit dans le film, on peut pas vraiment savoir ce que ça aurait donné si on avait vu la version de David Ayer. Et Will Smith, même s'il est très très bon, je trouve qu'il porte ce film sur ses épaules avec Harley Quinn. Will Smith dans un rôle un petit peu d'anti-héros, j'ai un petit peu de mal. Pour moi, Will Smith, ça reste le héros du film, et de le voir un petit peu à contre-emploi, mais en même temps, il est là aussi pour voilà, retrouver sa fille et passer du temps avec elle, donc il est gentil mais il est méchant, bref, on sait pas trop. On retiendra donc Harley Quinn, évidemment, incarnée par Margot Robbie, qui clairement était taillée pour ce rôle et qui explique à mon avis en partie le succès du film en salle, mais en même temps ce succès va conforter Warner dans l'idée que copier Marvel, finalement ça fonctionne. On est quoi, une sorte d'escadron suicide? Sur le papier, Suicide Squad avait tout pour marquer une rupture dans le genre super-héroïque. Une équipe de parias, de monstres et de criminels utilisés comme chair à canon par un gouvernement très cynique. Un récit sur la rédemption, le libre arbitre et le sacrifice collectif. Bref, un vrai film de guerre, psychologique, brutal, sale et humain. Mais très vite, cette promesse s'est étouffée par les reshoots, par le montage et surtout par la peur du studio. Warner voulait sa version sombre des Gardiens de la Galaxie. Un blockbuster fun, cool, coloré avec une bande-son tape à l'œil. Mais en vérité, ils étaient déjà complètement paumés. Résultat, ce patchwork qui n'a pas vraiment d'identité, où les scènes mélancoliques côtoient des blagues forcées, vraiment vulgaires et des punchlines désynchronisées. Hein? Tu y vas, tu lui donnes une bonne claque sur le cul et tu lui dis arrête tes conneries. Le passé tragique de Deadshot, Diablo ou Harley est totalement survolé, expédié, alors qu'il aurait pu porter tout le récit. Le film, finalement, n'arrive jamais à choisir. Est-ce qu'il veut humaniser ses anti-héros, ou juste les rendre stylés, raconter une histoire de sacrifice, ou empiler des plans sous forme de clips? Je sais pas, on a qu'à faire un peu des deux, hein?
La réflexion sur le mal, le contrôle ou la manipulation gouvernementale est totalement diluée dans cet enrobage marketing. Même le concept de la Suicide Squad, ces super vilains contraints de jouer aux héros, perd de sa radicalité. Et pourtant, malgré l'échec artistique, le film laisse tout de même une empreinte culturelle. Harley Quinn devient cette icône pop qu'on adore, son look, ses répliques, sa gestuelle, sa VF incarnée par Dorothée Pousseau, tout est repris, détourné, adulé. Bref, Harley Quinn, j'adore. C'est finalement la seule rescapée de ce Suicide Squad. Mais cette réussite visuelle masque une réalité plus dérangeante. Le film est le symptôme d'un système qui devient malade, celui d'un Hollywood qui préfère paniquer plutôt que de faire confiance à une vision d'auteur, qui croit qu'un bon montage peut remplacer une vraie vision, qui applique des recettes sans comprendre pourquoi elles ont marché ailleurs. Et je pense qu'à cette époque, à la place de Zack Snyder, j'aurais sérieusement commencé à flipper. Et pourtant, le concept avait du potentiel. Un commando de criminels envoyé en mission suicide, entre les 12 salopards et New York 1997, avec un vernis de comics totalement barré. Mais à vouloir cocher toutes les cases, le film finit par ne plus en cocher aucune. Côté héritage, Warner tourne vite la page. Birds of Prey en 2020 réinvente Harley dans un cadre plus pop et féministe. Puis James Gunn reprendra le flambeau avec The Suicide Squad en 2021. Cette fois, l'absurde, la violence et l'irrévérence sont assumés. Et surtout, la vision est claire, ce que David Ayer n'a jamais pu avoir. Aujourd'hui, Suicide Squad version 2016 est devenu un vrai cas d'école. Un film où l'on devine les intentions, mais où tout est nivelé par l'ingérence. Il incarne à lui seul la crise d'identité du DCEU. Et il laisse une leçon douce amère. On peut pas faire un film subversif sous contrôle du service marketing. Harley Quinn. Dans la foulée du mouvement Restore the Snyderverse, une nouvelle campagne émerge, Release the Higher Cut, soutenue par de nombreux fans mais aussi par des membres du casting, comme Jay Hernandez en tête, et des figures du DCEU. Même Richard Cetron, la doublure de Ben Affleck, affirme que le film devait inclure beaucoup plus de Batman. Mais en mars 2021, la PDG de Warner, Ann Sarnoff, enterre froidement tout espoir. Nous n'avons aucune intention de diffuser la version d'Ayer. David Ayer réagit sur Twitter d'un simple mais percutant « Et pourquoi ?» Malgré ce refus, la mobilisation explose. Le hashtag #ReleaseAyerCut génère plus de 100 000 tweets en quelques heures et Ayer insiste « La version cinéma n'est pas mon film ». Il félicite au passage James Gunn pour sa version tout en déplorant que la sienne ait été enterrée vivante. En 2022, Jay Hernandez relance l'idée. Selon lui, la Ayer Cut pourrait sortir sur HBO Max sans reprendre le tournage, seulement avec un complément de VFX. À l'automne, Ayer organise une projection privée de sa version et partage même le script avec les représentants du mouvement. Et là, un souffle d'espoir renaît. En août 2023, Ayer affirme avoir discuté avec James Gunn et pense que sa version pourrait sortir un jour. Mais début 2024, nouveau changement de ton, Ayer semble lassé, frustré par le silence de Warner. Il déclare alors vouloir tourner la page. Et pourtant, août 2024, il relance la campagne. Début 2025, dans une interview accordée au Hollywood Reporter, il affirme que James Gunn, nouveau patron de DC Studios, est toujours ouvert à l'idée, mais attend simplement de voir comment les projets actuels seront reçus. La Ayer Cut est donc bien là, terminée ou presque, et prête à être diffusée, mais toujours en attente d'un feu vert qui pourrait ne jamais venir. Et à mon avis, la Ayer Cut de Suicide Squad, c'est pas pour tout de suite. Parce que James Gunn est en train de mettre en place un nouvel univers, le DCU au cinéma. Ça démarre avec Superman, évidemment, qu'il a réalisé et scénarisé. Et je pense que James Gunn a demandé à Ayer de se calmer, notamment sur Twitter, parce que ça fait près de 10 ans qu'il réclame sa vision, sa version. Et il a raison entre nous, parce que Zack Snyder, il a eu. Ça permet aussi de tourner la page pour ces réalisateurs, ces auteurs qui ont été évidemment totalement sacrifiés, qui ont vu leur vision totalement saboté par un studio. Ça permet d'aller de l'avant, ça a fait du bien, je pense quand même à Zack Snyder de livrer sa version de Justice League, et si Zack Snyder y a eu droit, pourquoi pas David Ayer finalement. Mais à mon avis, James Gunn lui a demandé de se calmer pour la simple et bonne raison que pour l'instant sa priorité c'est de mettre en place son univers d'ici au cinéma, et ça démarre avec Superman. Et je pense que si ça fonctionne, il n'y a pas de raison que plus tard, lorsque de l'eau aura coulé sous les ponts,
ailleurs ne puisse pas avoir sa version également qui sortirait pourquoi pas sur HBO Max. Je pense que c'est pas totalement terminé, mais pour l'instant James Gunn, à mon avis, a voulu un petit peu calmer les esprits et a dit à ailleurs d'arrêter de réclamer cette version dont la sortie n'est pas prévue, en tout cas pas pour l'instant. Il a confirmé, David Ayer, qu'il ne restait que quelques effets visuels à finaliser, sinon son film, il est prêt, il peut sortir demain sur HBO Max. Il a même été jusqu'à comparer son film avec le Joker de Todd Phillips en expliquant que ce qu'on lui avait fait, c'est comme si on avait demandé à Todd Phillips au dernier moment de rendre le Joker moins sombre. Je veux dire, c'est pas possible. Ça a été écrit et tourné comme ça dès le départ. Donc maintenant, faudrait qu'on puisse nous laisser voir le film tel qu'il a été réalisé, monté au départ. Tous les acteurs le réclament. Est-ce que c'est possible ou pas ? Suicide Squad, c'est ce qui arrive quand un studio prend peur et trahit sa propre promesse. Ce qui aurait pu être un blockbuster subversif, sale, borderline et viscéral, s'est retrouvé réduit à un patchwork découpé, remonté, remaquillé pour plaire à tout le monde, sauf à ceux qui attendaient un vrai film. Clippé à outrance, saturé de filtres plutôt criards, rythmé par une playlist de hits qui n'a franchement rien à dire, sans aucune cohérence, le film devient un produit sans âme. Vulgaire, mais pas audacieux, stylisé, mais pas incarné. L'idée était brillante pourtant, un commando de parias envoyé en enfer. Le casting était grave solide. Will Smith a même refusé pour faire ce film de signer pour la suite d'Independence Day, l'un de ses premiers gros succès au cinéma. Bon, il a peut-être bien fait vu le résultat final. Mais il y avait quand même de la matière à faire un film de guerre urbaine, cynique, tendu et humain. Mais tout a été sacrifié sur l'autel du box-office. Le vrai drame, c'est pas que le film soit mauvais, c'est qu'il aurait pu être vraiment très grand. Il aurait pu incarner une autre voie pour les films de super-héros, plus adulte, plus risqué, plus humaine. À la place, il est devenu le symbole du sabotage créatif, cette époque où Hollywood préfère patcher que faire confiance, lisser plutôt que déranger. Mais Suicide Squad n'est pas qu'un film raté. C'est le premier faux pas public d'un studio qui allait enchaîner les erreurs majeures. Ce sabotage industriel annonce une série de décisions précipitées, dont la plus célèbre sera l'ingérence brutale sur Justice League, qui plongera le DCEU dans une crise profonde et durable. C'est le moment où Hollywood a coupé les ailes à son propre univers, sans encore comprendre qu'il venait de l'entraîner au bord du précipice. Harley Quinn, ravie de faire ta connaissance. J'adore ton parfum, c'est quoi? Pestilence de charogne? Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à partager autour de vous et à me dire en commentaire ce qui vous a plu ou déplu dans ce Suicide Squad de David Ayer. Évidemment, on est tous d'accord, je vois pas pourquoi on empêcherait David Ayer de proposer sa vision et sa version, puisque Zack Snyder y a eu droit, pourquoi pas David Ayer, même si avec le temps, j'espère en tout cas que son film et que sa version ne va pas finalement disparaître au fin fond d'un placard dans les studios Warner. Si vous avez l'habitude de regarder toutes les vidéos de la chaîne, je vous invite à vous abonner tout de suite. Merci beaucoup. Vous avez été très nombreux à rejoindre la chaîne ces derniers mois et ça fait franchement très plaisir. Merci aussi aux clappeurs qui soutiennent la chaîne tous les jours, notamment sur Tipeee et ici en cliquant sur le bouton rejoindre. N'hésitez pas à le faire si vous pouvez. En attendant, parce que derrière chaque film se cache une histoire fascinante à raconter, rendez-vous la semaine prochaine sur Clap Story.